Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, nous allons parler de magie avec Steve Varinou. Bonjour. Bonjour Corentin, merci de m'accueillir. Alors, vous avez grandi à Itteville. Exactement. Vous êtes né à Brétigny-sur-Orge. On peut dire que l'univers de la magie a quasiment toujours fait partie de votre vie. Quels souvenirs vous avez petit, les premiers souvenirs, le premier lien avec la magie? Alors, premier vrai lien avec la magie, alors moi à l'époque je voulais pas devenir magicien, je voulais devenir clown. Et j'avais fait venir un clown magicien, enfin ma grand-mère a fait venir un clown magicien pour mes 6 ans. Et donc c'est la première fois que j'ai découvert vraiment la magie. Donc c'est vraiment le souvenir le plus lointain de la magie que je peux avoir en tout cas. Vous avez des souvenirs aussi du cirque? Vos parents vous emmenaient régulièrement au cirque petit? Tous les ans, quand on partait en vacances à Marseille-en-Plage dans le sud, il y avait toujours un petit cirque familial qui venait. Et donc on était, à chaque représentation, on était assis dans les gradins à regarder les clowns et c'était mon plus grand plaisir, je me rappelle. Alors on se rend compte ensuite que vous êtes atteint du syndrome de Marfan, une maladie génétique rare, incurable. Vous l'apprenez vers 10-11 ans. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? On se dit pourquoi moi, pour commencer, parce que j'ai quand même 2 frères. Pourquoi moi, pourquoi pas les frangins? Mais après on accepte parce que j'ai découvert la magie grâce à ça et la magie m'a fait évoluer et j'en ai fait une force après de cette maladie. Donc c'est ça en fait le plus important, c'est de vouloir vivre de ses rêves et après on passe toujours au-dessus de toute maladie je pense. Alors vient ensuite un moment difficile, celui de la première opération. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que quand on a 11 ans, on affronte une telle épreuve? On a très peur, hein, ça c'est sûr. Mais quand on a une famille qui nous entoure, qui est aimante, ça nous permet effectivement d'y aller avec un peu plus on est plus relaxé en y allant, quoi. Toujours stressé, hein, je dis pas, mais effectivement on prend mieux la chose. On est beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux. Et puis après cette opération, c'est le retour de ce fameux clown dont vous parliez, qui était là à votre anniversaire? Exactement, il vient me rendre visite, donc moi je suis d'abord émerveillé parce que je voulais toujours devenir clown. Et puis il a un petit cadeau, une boîte de magie, alors il l'ouvre devant moi, il remonte ses manches, il fait disparaître un foulard, les mains nues. Et je me dis mais comment il a fait ça? Et puis il me dit dans la boîte tu pourras la prendre. Et donc je me suis enfermé 24 heures dans la chambre et j'ai appris tous les tours de magie de la boîte. Alors vous avez appris 500 tours, c'est ça? Alors 500 tours, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Après il y a les bases, il y a les différentes manières de le faire, donc au final ça fait 500 tours, mais il y en a toujours un peu moins. Mais oui, on peut dire du coup que j'ai appris 500 tours de magie en 24 heures. Il faut avoir énormément de passion, de détermination. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic, et donc ensuite je l'ai rappelé pour lui demander des conseils, et puis il m'a donné un peu de matériel à lui, et puis après j'ai évolué, j'ai acheté mes propres numéros, je les ai créés, et puis voilà comment on devient magicien. Et la magie, ça vous a aidé aussi d'un point de vue personnel, à vous développer, finalement, parce que c'est parfois compliqué, on le sait, quand on est adolescent, au collège, c'est des périodes un peu délicates où on a des fois du mal à s'assumer et à affronter le regard des autres. La magie, ça vous a aidé dans votre développement personnel? Complètement, parce que moi, quand on est jeune, on est bête, et donc mes camarades me rejetaient par rapport à la maladie. Et donc la magie m'a donné de l'assurance, m'a appris à avoir confiance en moi. Et donc voilà, ça m'a permis effectivement de passer au-dessus de tout ça. Et au final, c'est eux finalement qui sont revenus vers moi. Puis ce syndrome de Marfan, il est aussi particulier parce qu'il entre guillemets, il empêche ceux qui sont atteints de faire du sport. Et le sport, c'est quand même une passion majeure pour beaucoup de monde. Votre conseil finalement aux petits qui sont atteints aussi de cette maladie, c'est de trouver une passion ailleurs. Vous, ça a été la magie, ça peut être il pourrait être photographe, il y a plein de choses qui sont belles dans la vie. Moi, suite au métier artistique, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui avaient des passions diverses et variées. C'est très beau d'être photographe, c'est très beau d'être danseur, c'est très beau d'être jongleur, il y a plein de passions qui sont formidables. Donc c'est parce qu'on ne peut pas faire de sport qu'on ne peut pas s'épanouir dans autre chose. Alors vous lancez donc très jeune avec l'aide de votre mentor, Chopi le Clown, dans la magie, et vous intervenez ensuite régulièrement auprès d'enfants malades pour leur donner un peu de joie et de baume au cœur et d'espoir aussi. Le mot espoir est très important. Alors finalement, cette épreuve, vous en avez fait une vocation et finalement vous essayez de transmettre aussi aux autres. C'est ça, parce que quand on est dans un hôpital, qu'on a 5, 6, jusqu'à même 12 ans, et un peu plus même, c'est toujours difficile d'être dans une chambre enfermée, sans avoir trop de visites ou autre. Donc le fait d'y aller, leur donner du sourire, un tour avec des cartes ou autre, ils sont toujours très heureux. Donc j'ai voulu leur donner ce que moi,
parce qu'avant que Shopee vienne, j'avais pas de magicien dans ma chambre. Donc je voulais leur donner ce que moi je n'avais pas eu à ce moment-là. Donc c'est pour ça que effectivement je me suis dit avec Shopee, il faut qu'on aille à Necker et qu'on fasse plaisir aux enfants, évidemment. On dit souvent aussi que les enfants, c'est le public le plus difficile. Ah oui, parce qu'un enfant ne fera pas semblant de rire ou d'être émerveillé. Hein. En termes humoristiques ou en termes de magie. Complètement, complètement. Si vous faites un tour qui est pas bon, il va vous dire oh, bah t'as fait comme ça. S'il trouve que votre tour est nul, il va vous découper. C'est nul ce que tu viens de faire. C'est vraiment le meilleur public parce qu'il est vraiment sans filtre. Et c'est pour ça que je les aime. Vous avez également créé une association, Vie Magique, à 16 ans. Alors, quelles étaient les missions de cette association et pourquoi est-ce que vous aviez décidé de la créer? Eh bien justement, parce que Vie Magique, ça me correspondait bien. J'avais une vie qui était devenue magique, donc d'où le nom de l'association. Et donc avec celle-ci, on a fait donc, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de spectacles, même pour les associations d'enfants malades. On a été chez eux, je suis venu avec le Père Noël, je suis venu avec beaucoup de choses. Diverses et variées chez les enfants malades. Et donc c'est ça qui a permis à l'association de vivre pendant 6 ans. Et puis il y a eu, il n'y a pas très longtemps, la sortie de ce livre, oui. Le manuscrit de l'illusion. Donc c'est votre livre. Écrire un livre, c'était une envie depuis longtemps ou ça s'est fait finalement naturellement J'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre, jamais. C'est mon manager et producteur Claude Fournier qui a entre autres produit Kev Adams, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, etc. qui m'a pris sous son aile et il m'a dit écoute, on pourrait écrire un livre sur la magie. Je lui ai dit écoute, pourquoi pas, et j'ai combien de temps? 2 semaines. Bon, et ben on va le faire en 2 semaines. Et en 2 semaines, le livre était sorti, donc voilà, avec 3 préfaces, ce qui n'est pas commun dans un livre. Donc non, franchement, ça a été quelque chose d'assez rigolo d'écrire cet ouvrage où finalement on divulgue les secrets au grand public. Alors justement, quel a été le message que vous souhaitez faire passer à travers ce livre? C'est un livre sur votre parcours ou au contraire c'est un livre sur la passion de la magie? Et quel était le concept du livre? Quel angle vous Alors c'est vraiment pour apprendre la magie. Et justement, essayer, grâce à ce livre, de créer des vocations comme moi je l'ai eu avec une boîte de magie. Sauf qu'une boîte de magie, c'est encombrant. Il y a du matériel à l'intérieur, etc. Alors qu'avec un livre, on achète ce livre, on a un jeu de cartes, des pièces et des objets dans la maison. On peut faire plein de choses avec, super sympathique. Donc c'est ça que je voulais vraiment créer dans ce livre. Donc finalement, on peut faire de la magie avec pas grand-chose. Bien sûr, avec un rien. Hein. Avec un jeu de cartes, avec une casserole, du sel, du poivre, enfin avec tout. On peut faire de la magie avec tout. La magie est omniprésente partout. Il y a aussi une partie sur l'histoire de la magie. Oui. C'est là aussi que c'est intéressant. Ça a été créé il y a des milliers d'années et ça a presque quasiment toujours existé. Bien sûr. Alors déjà à l'époque de la préhistoire, bon, c'est pas vraiment de la magie, mais les sorciers, ceux qui étaient sorciers prenaient leur bâton et toute la journée faisaient comme s'ils bougeaient le soleil. Parce qu'ils se levaient du coup et ils se couchaient. Donc déjà à l'époque, ils avaient déjà envie effectivement d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et donc ensuite, c'est vraiment arrivé à l'époque de l'Égypte où ils commençaient les bonnetos avec des gobelets en peau de, je ne sais même plus, hein, enfin en peau d'animal, avec effectivement des petites boules, etc. Et donc ils jouaient avec ça. Voilà comment a été créée la magie à l'époque de l'Égypte ancienne. Et puis il y a eu aussi cette période au Moyen-Âge où les magiciens étaient un peu mal considérés. Très mal vus, brûlés sur le bûcher. C'était presque jouer avec le diable, c'est ça? Bien sûr, en fait ils étaient considérés comme les disciples du diable. Hein. Ça a vraiment été comme ça. Et donc c'est pour ça que dans mes anciens spectacles, je mettais beaucoup l'axe effectivement sur le côté sombre. Et donc je recréais entre guillemets des sens occultes parce que voilà, c'était vraiment le but, c'est effectivement jouer avec ça parce que c'était pour moi l'une des choses les plus incroyables. On passait vraiment pour des diables alors que pas du tout, on n'était que des charlatans. Et maintenant, la suite pour vous, Steve Varinou, c'est quoi? Quels sont vos projets pour la suite? Alors moi je travaille au parc Queen Holland, mais j'ai surtout actuellement envie d'écrire un nouveau spectacle. Donc, qui sera basé sur les parcs d'attractions, avec les musiques de tous les plus grands coasters du monde pour illustrer chaque tour de magie. Et puis à la fin, une grosse surprise, une grosse apparition qu'on est en train de travailler. Finalement, vous alliez un peu vos 2 passions, une pour les parcs d'attractions et une pour la magie dans un spectacle. Exactement. Donc c'est en cours d'écriture. Si on sort d'ici 2 ans, ce sera vraiment formidable. Et qu'est-ce qui manque encore pour le sortir, justement? Il manque la création du plus gros tour, j'ai envie de dire. Et puis après, vraiment, la storyline bien écrite, complète. Effectivement, que tout est un rapport, que ce soit vraiment plus brouillon. Beaucoup de magiciens font un tour, ils font apparaître une fleur, et puis après, ils coupent une femme en 2, il n'y a aucun intérêt entre les deux. Je ne critique pas, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est pas mon truc. Et je précise aussi que le livre donc, est en réédition. Il devrait pouvoir être disponible bien sûr. Prochainement. Merci en tout cas, Steve Varinou. Merci à vous pour l'accueil et puis à très bientôt. D'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes magicien mentaliste et auteur du livre Le manuscrit de l'illusion aux éditions du Net. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.